5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. L'équipe gagnante de Patrice Talon perd 3 joueurs. Séverin Quenom, Hervé Herromain et Donant Jean-Claude Oussou descendent du navire. Il se sursurait depuis quelques jours déjà le limogeage de l'ancien garde des Sceaux. Information à peine démentie fin de semaine dernière par le chef de l'État lui-même à l'occasion de la conférence de presse co-animée avec Paul Kagame. C'est d'ailleurs au lendemain de la fin de la visite du président rwandais que le remaniement ministériel a été acté avec bien plus de changements qu'on avait vu venir. Même si pour l'instant les raisons ne sont pas encore connues, il n'en demeure pas moins que plusieurs questions restent dignes d'intérêt. Pourquoi Patrice Talon s'est-il séparé de Séverin Quenom, décrit comme un fidèle des fidèles? Quelles peuvent être les raisons qui sous-tendent le départ du très lumineux ministre de l'Énergie, secteur considéré comme l'une des plus grandes réussites du gouvernement Talon? Et que dire de Hervé Herromain qui avait fait son comeback après avoir été remercié en 2017 et qui sort à nouveau du gouvernement? C'est le gros donc dossier du forum de discussion. Et puis ces chiffres glaçants évoqués par le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Mario Elom Metono, 1188 détenus à la date d'aujourd'hui depuis donc 2021 pour cybercriminalité, 263 pour le compte de ces 4 premiers mois de l'année 2023. La traque aux cybercriminels est maintenant plus manifeste que jamais, avec derrière une volonté politique que nous évoquons. Et on ira au Soudan pour finir. 4 ans après la chute du régime dictatorial du général Omar el-Béchir, le déchaînement de violence entre les deux forces alliées devenues concurrentes qui dévastent Khartoum, la capitale du Soudan, et qui a fait plusieurs centaines de morts, surprend l'ensemble de la communauté internationale, alors que rien ne semble pouvoir arrêter la guerre que se livrent deux généraux intrigants, jadis complices. On se demande si finalement la fameuse transition démocratique qui a succédé en 2019 à 30 ans de régime militaro-islamique vertueusement salué par l'Occident n'a-t-elle pas volé en éclats et est donc définitivement enterrée. Voilà donc les 3 sujets dont nous parlons ce matin et autour de la table. Dr Paul-Marie Ouissou, théoricien de la gouvernance d'État. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Un plaisir de vous retrouver sur la matinale. Plaisir également et je salue les téléspectateurs. Et il tient encore son rang ce lundi matin, Francis Eloge Attadi, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Oh, bonjour mon cher, comment tu vas? Bien, merci monsieur Attadi. Merci donc d'accepter une fois encore vous joindre à la discussion. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour plusieurs questions qui touchent aussi bien la vie nationale qu'internationale. Et le plaisir est partagé. Joël Tchogbe, journaliste, analyste politique, sociologue. Bonjour et bienvenue Joël. Bonjour Eman et bonjour à tous les Béninois. Merci donc d'être des nôtres. Docteur, vous avez suivi l'actualité lundi dernier, juste en fin de soirée, dans le 20h, le secrétaire général du gouvernement qui annonce donc qu'il livre aux populations le remaniement ministériel. On avait entendu parler déjà d'un limogeage de Séverin Quenom, ministre de la Justice. Le chef de l'État, entre-temps, a démenti l'information. Finalement, c'est ce qui est acté, remplacé par Yvon Detchenou. Et ce qui intrigue, c'est qu'on n'avait pas vu venir les 2 autres départs. Oui, dans un premier temps, il faut reconnaître que le remaniement était devenu brûlant dans les mains du chef de l'État, malgré le démenti. C'était devenu brûlant, sinon ce ne serait pas fait. Le ministre de la Justice qui était donc concerné par les informations de la presse, et je me rappelle que vous avez reçu le DP de Fraternité ici qui a, quand on lui a dit mais l'information a été démentie, a dit mais attendez de voir. Ça veut dire qu'il avait vraiment il avait des sources sûres et il savait de quoi il parlait. Et ce que moi je voulais dire par rapport, je vais dire par rapport au remaniement, il faut voir la chose sous 2 angles. D'abord les causes, ensuite les fins. Les causes, je peux dire que en fait on était parti depuis janvier avec les élections législatives, avec la pensée que oui, il y aurait remaniement. Dans un premier temps, ce remaniement n'a pas eu lieu. Et le chef de l'État a, dans
dans sa sortie avec le président nigérien, démenti formellement qu'il y aurait remaniement en disant qu'une équipe, on ne change pas avec une équipe qui gagne. Donc, jusque-là, on pouvait se dire que oui, il y a pas encore feu dans la maison. Mais après cela, et après l'information sortie par les confrères de fraternité, je crois qu'il y a eu un problème. Et ça, je dirais, soit il y a eu un problème au ministère, concernant le ministre, ou un problème de façon générale, et il fallait donc sortir le ministre de la Justice du remaniement. Mais troisième élément pour analyser les causes, c'est que le remaniement a concerné non seulement le ministre qu'on avait annoncé, mais maintenant deux autres ministres. Et ces deux autres ministres, je crois, le ministère a presque disparu au profit d'autres ministères, même si les portefeuilles sont gardés donc dans les autres ministères. Ça veut dire que également, il y a peut-être un problème technique qu'il fallait régler. Et moi, je vous rappelais quand on avait parlé du portefeuille qui passait au ministère des Finances ici, j'avais déjà dit qu'il faut réduire encore le nombre de portefeuilles ministériels et les figer dans le marbre. Et je crois qu'il reste encore à réduire. Il reste encore à réduire. Et on verra peut-être dans les jours à venir, dans les mois à venir, ce qui va se passer. Alors, mais vous avez bien fait d'évoquer ces propos de Patrice Talon tenus lors de sa conférence de presse avec Mohamed Bazoum, président du Niger. C'était donc au détour de cette visite d'État. On va réécouter Patrice Talon dans ses propos. Alors, est-ce que le Bénin fera un remaniement très bientôt? Parce qu'on sort des élections législatives. Moi, je ne l'ai pas envisagé. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, jusqu'à nouvel ordre, les principaux chevaliers de notre dynamique, pour moi, resteront en place parce qu'ils me donnent satisfaction. C'est l'occasion de les féliciter pour ce qu'ils font. L'œuvre humaine ne peut être parfaite nulle part. Et je n'attends pas des ministres, de mes collaborateurs ici ou là, je n'attends pas que ce soit des dieux sur terre. Ils font ce qu'ils peuvent avec leur génie, leur engagement, leur dévouement. Nous faisons notre petit chemin. Et jusqu'à nouvel ordre, je n'ai pas envisagé de remercier qui que ce soit d'entre eux. Je n'ai pas non plus envisagé de faire venir d'autres. C'est dommage pour ceux qui attendent, mais c'est ainsi. Il s'est passé à peu près 2 mois entre ces propos de Patrice Talon et ce remaniement ministériel qui est intervenu lundi dernier. Francis Olo-Jatadé, qu'est-ce qui a pu bien bouger entre cet intervalle de temps? Je crois qu'en fait, on peut faire gagner au chef de l'État en plus-value lors de sa sortie si on évitait un certain nombre de questions. Je n'ai pas apprécié en fait que ces questions lui soient adressées à l'occasion des conférences de presse conjointes. Vous savez qu'il y a eu d'abord la visite de Bazoum le 13 mars, et puis je crois le 13 dernier, il y a eu la visite de Kagame. À l'occasion des 2 visites et à l'occasion des 2 conférences conjointes de presse, il s'est glissé des questions insidieuses. Mais en fait, c'est la seule communication en fait, qui coordonne tout ça. On pouvait éviter ça. Parce que le chef de l'État qui dit qu'il n'est pas prêt à faire des remaniements, les chevaliers de la dynamique sont en place, ils ne sont pas des dieux, il n'y a pas d'homme parfait sur terre. Bon, qui en vient après, je crois, à l'occasion de la conférence conjointe avec Kagame, dit que, bon, en fait, il y a un ministre qui a annoncé pour être limogé, et que, bon, c'est pas pour aujourd'hui, ça peut être ce soir, ça peut être demain. Nous, on peut éviter tout ça, parce que nous sommes une démocratie sérieuse, et les sorties du chef de l'État doivent être des sorties, je crois, plus coachées, parce que c'est un coach, lui-même, il a dit, à l'occasion de sa discussion avec les centrales syndicales, il lui a dit comment est-ce qu'il faut négocier. Donc, il doit savoir comment est-ce qu'il faut aborder ces questions, parce que ce n'est pas du tout rélusant. Écoutez, la question qui m'a un peu chagriné, c'est beaucoup plus la question du limogeage. Vous savez évidemment que pendant une semaine, ça a traîné. Le porte-parole du gouvernement est revenu là-dessus, le chef d'État lui-même, mais pendant une semaine, on a fait faire des épreuves de fleurs, de nerfs à un ministre. C'est un homme après tout. Et je suis heureux qu'il y ait un psychologue ici, un sociologue. Ailleurs, en France, Pierre Bérégovoy, il n'a pas vécu autant avant de se faire loger une balle dans la tête.
Le ministre peut peut-être ne pas supporter la honte, et puis le chef d'État portera la responsabilité d'un drame qui aurait pu venir. Donc quand on veut se séparer, l'article 54 de la Constitution donne des prérogatives au chef de l'État. C'est lui qui forme, en fait, qui appelle les compétences qui doivent l'aider, et fixe leur attribution, et met fin à leur fonction. On n'a pas évidemment à faire, je crois, tout ce que j'ai vu là, ce feuilleton, on peut s'en passer. Et le chef d'État n'est pas un génie, il n'est pas un ange, il n'est pas un dieu. Et, bon, les erreurs peuvent... on ne gère pas sans aspérité, il y a peut-être eu quelques coquilles qu'on peut corriger. Maintenant, quant au remaniement lui-même, en fait, on a eu pendant longtemps à attirer l'attention sur le fait qu'il faut aller à la maîtrise de la taille gouvernementale. Il faut éviter l'inflation pour donner plus de cohérence, en fait, et éviter les doublons, parce qu'il y a parfois, dans certains gouvernements, parce que si vous interrogez l'histoire, en fait, des équipes gouvernementales, vous allez constater qu'il y a eu des doublons à des moments donnés. En fait, et il faut quand même regrouper les attributions en fonction des objectifs qu'on veut atteindre, mais dans une dynamique de cohérence et d'homogénéité pour que le patron de la BAC puisse mieux coordonner les actions dans l'atteinte des objectifs du programme d'action qui est en cours. Or, pour le ministère chargé des infrastructures et des transports, je crois que c'est un ministère très sensible. Sous Boni Yahi, aux premières heures, vous savez que ça a été rattaché d'abord à la présidence et piloté par son décès. Il y avait donc un ministre délégué. Bon, parce qu'on sait évidemment que quand on a de grands travaux, on a des grands projets à conduire, il faut avoir un regard plus bienveillant, un suivi méticuleux pour pouvoir s'assurer évidemment que les projets seront conduits à terme. Ce ministère, sa disparition me dérange un peu. Bon, peut-être qu'on veut renouer avec une pratique ancienne. Parce c'est rattaché à un autre ministère, celui donc de José Didier Tonato qui devient ministre du cadre de vie, des transports, chargé du développement durable. Mais écoutez, cadre de vie, c'est il y a tout grand. Vous savez, je ne veux pas dire comme... C'est vrai que je suis soucieux de la maîtrise de la taille du gouvernement, mais je ne veux pas dire qu'il faut regrouper pour faire des mastodontes. Hein, parce que quand on fait mastodonte, il faut des compétences pointues pour conduire les affaires du ministère. Et au niveau du transport, j'espère qu'on va y revenir certainement. Bon, il y a peut-être au niveau du ministère de la Justice, je voulais boucler la réflexion sur la question. Le ministre, heureusement que lui-même, quand il sortait à l'endroit de son homologue, du ministre de Tchenou, en fait, il se connaît très bien. Parce que j'ai eu la chance de travailler avec son papa, en fait, Antoine Dechenou, qui est ancien directeur du CGB Gamin, qui a été président du Fonds citoyen pour la sauvegarde des acquis démocratiques. On a mis ça en place en 2012. Et à l'occasion, on avait estimé qu'il fallait faire en sorte que nous n'allons pas des dérives. Et effectivement, on était dans une situation dynamique de dérive. Il y avait une passe électorale, une passe politique, il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait la LEPI qui était contestée, il y avait plein de choses à l'époque. Et je sais que ça a dû amener un président, en 1er août, a dit qu'il va appeler les siens à... Bon, non, je ne vais pas ouvrir le... Écoutez, le ministre en partant a dit quelque chose. Il dit que, il y a 5 ans, il est venu avec la même conviction et la même foi, et il en sort avec la même conviction et la même foi. Donc c'est une grosse bêtise, il ne peut pas dire ça. Et la plus-value du ministère, il est quand même un homme de science. Il ne peut pas dire ça. Ça veut dire qu'il n'a rien appris au niveau de ce ministère. Mais il ne peut pas dire qu'il est venu avec la même foi. Mais c'est ça qui m'a gêné dans ces propos, parce que je sais que c'est vrai que l'homme, c'est un homme de science, il est un peu méticuleux. Cette erreur-là, parce qu'en fait, la jeunesse suit les ministres autant qu'ils sont, c'est les serviteurs. Et ils doivent être des modèles, parce qu'évidemment, on doit pouvoir imiter. C'est des références. Alors, qu'est-ce qui a pu justement bien amener Patrice Talon à se séparer de Séverin Quenome? Il est décrit comme un fidèle des fidèles, comme, on va dire, pas un ouvrier de la 25e heure, mais l'un des tout premiers architectes quand même de la venue de Patrice Talon au pouvoir. C'est deux hommes qui se connaissent depuis bien avant même que Patrice Talon accède à la magistrature suprême. Oui, vous savez évidemment qu'il y a les relations privées, personnelles, puisqu'il est dans le collège des avocats du chef de l'État. Et il y a quand même des relations, quand vous appelez au gouvernement, ça c'est une fonction républicaine. Donc il ne faut pas mélanger les deux gens. Il faut savoir choisir le registre. Je crois que le chef de l'État, il a des objectifs
d'efficacité de résultats, et puis il sera le seul à répondre devant les Béninois. Et par conséquent, s'il estime qu'il y a des couacs, parce qu'il y a eu trop de supputations, il y a trop de conjectures sur cette affaire-là. Et je laisse les auteurs de tout ce qu'on a vu, les déballages qu'on a eu sur les réseaux là, et venir produire les justifs. Moi, je ne suis pas évidemment dans le camp de ceux qui croient qu'il est rentré dans des compromissions. Alors justement, et c'est ce qui m'amène à demander à Joël, est-ce qu'en l'absence aujourd'hui de justificatif officiel, puisqu'on n'a donné aucune raison qui sous-tend donc le limogeage ou le départ de ces 3 ministres du gouvernement, en l'absence de raison officielle, on laisse libre cours aux supputations. Est-ce que ce n'est pas l'État lui-même ou le gouvernement du président Talon lui-même qui a dressé le lit, je vais dire ainsi, aux abus, aux propos de tout genre? Non, écoutez, lorsque vous faites l'option du silence, le silence fait forcément le lit aux fake news, comme on le dit, aux supputations, aux conjectures. Et dans ce débat concernant le limogeage, je reviendrai tout à l'heure sur la sémantique qui a évolué en temps, sur le limogeage ou bien le remaniement. Il y a, à mon avis, que les acteurs qui portent la stratégie de communication du gouvernement ont fait l'option délibérée, certainement, du silence. C'est aussi une forme aussi de communication, c'est aussi une option. Maintenant, je ne suis pas dans la cellule de communication du gouvernement. J'aurais été là que je saurais ce que je ferais. Mais de toutes les façons, ce choix n'est pas le mien et ça ne m'engage pas. Ça engage ceux qui portent la communication du gouvernement. Peut-être aussi que ces personnes qui sont, ou ces acteurs qui sont commis à la communication du gouvernement ont peut-être suggéré aussi à Patrice Talon, le chef de l'État, de rapidement faire une sortie peut-être pour limiter un peu la propagation peut-être du fake news ou des supputations sur les réseaux sociaux. Mais vous savez que en dernier ressort, l'autorité suprême elle s'exprime. C'est le chef de l'État qui, à un moment donné, doit avaliser les options qu'on lui propose. Je ne suis pas à l'intérieur de l'équipe. Peut-être que ça a été fait et puis à la décharge des confrères qui servent aujourd'hui la cause gouvernementale. Peut-être aussi que le chef de l'État a une fois encore préféré la monocommunication et ne pas pouvoir laisser, disons, la main aux spécialistes de la communication, notamment le porte-parole peut-être ou d'autres ministres, d'interagir avec l'opinion publique pour apporter un démenti assez tôt. Mais vous savez que depuis que les confrères de Fraternité ont annoncé la nouvelle, il s'est passé au moins une semaine avant que le porte-parole du gouvernement ne sorte pour dire que lui n'avait pas vu un acte contraire justifiant le limogeage. Et puis le lendemain, ou bien 48 heures après, Patrice Talon lui-même, il est resté plus ou moins évasif sur la question en disant qu'il n'y a pas, jusqu'à là où il s'exprimait, une information au contraire, que jusqu'à là où il s'exprimait, Séverin Kenobe était encore en poste et qu'il était toujours garde des Sceaux. Et pour un peu comme embrouiller les pistes, il finira pour dire ça peut changer demain, ça peut changer ce soir. Vous connaissez le site de communication du chef de l'État. Donc tout ça, je crois que c'est une option de communication qu'on peut discuter. Parce qu'au fond, et peut-être que ce monsieur Attadi, il ne partage pas forcément la corporation que nous partageons ensemble, parce que monsieur Paul-Marie Rousseau, il est aussi il a aussi exercé en tant que journaliste, il faut le rappeler. Les journalistes, ils sont des acteurs, c'est des soutiens de terrain comme on les appelle. Ils ne manqueront aucune occasion pour glisser des pots de banane, disons, par rapport à une personnalité publique. Et lorsqu'il y a des supputations et qu'aucune voix officielle ne prend la responsabilité d'assumer publiquement ou d'infirmer ou de confirmer une information devant un chef d'État qu'on a l'occasion de voir peut-être très très rarement, ne demandez pas des journalistes d'éviter cette question. Est-ce que le chef de l'État lui-même quelque part ne s'y attendait pas? Bon, c'est tellement que possiblement. Je sais que le chef de l'État, il est désormais un habitué des médias.
il connaît un peu la psychologie des médias. Il s'attendait certainement à cette question. Et malgré peut-être tous les efforts que les spécialistes ou bien la cellule de communication, ou bien les acteurs qui portent la communication gouvernementale auront à faire, je me retrouverai là, moi en tant que journaliste, que je vais poser cette question. Donc, c'est pour dire, pour fermer la parenthèse, que la presse est dans son rôle de servir l'information, de voir ce qui se passait. Alors, au-delà de ça, il y a aussi il faut que dans notre pays, que le droit des populations à l'information soit respecté. Ce droit des populations, c'est un droit inaliénable, c'est un droit fondamental. On ne peut pas, et ça c'est mon avis personnel sur la question, entretenir un flou sur une information publique officielle qu'un média a lancé et qu'on garde le silence pendant toute une semaine, 2 semaines presque, avant de venir, disons, clarifier les choses. À mon sens, cette option, on peut la discuter. On pouvait, au nom du droit des populations à l'information officielle, ce droit, parce que c'est nous qui mandatons en réalité le chef de l'État. Et c'est nous, parce que le ministre tient son autorité du chef de l'État. Le chef de l'État, lui, il est redevable, il le disait assez bien, M. Attali, le chef de l'État, il est redevable aux populations qui ont porté son choix sur lui. Et donc, pour observer une certaine élégance dans la gouvernance aussi, je crois qu'on pouvait rapidement clarifier les choses. Maintenant, tout départ cache forcément un malaise. Le départ de M. Séverin Kounom, vous avez encore écouté le chef de l'État qui a dit que les principaux chevaliers, et vous avez rappelé qu'il était l'un des architectes de premier ordre, donc ayant contribué à l'arrivée au pouvoir de M. Patrice Talon. Donc je crois que forcément il y a sans doute un malaise entre les deux hommes, sur quel plan, je ne saurais le dire. Et ça encore, il va falloir peut-être espérer que si c'est un péché véniel sur lequel on peut passer rapidement un coup d'éponge, c'est passé avec le limogeage, ou avec le remaniement, ça peut se gérer. Maintenant, si c'est une faute assez grave, d'une extrême gravité, il faudra absolument que tôt ou tard, les mesures diligentes soient entreprises pour pouvoir clarifier la situation. Je finirai sur la question avec un clin d'œil rapidement aux 2 autres ministres. On va revenir tout à l'heure. On va revenir tout à l'heure au cas par cas. On va prendre au cas par cas tout à l'heure. C'est juste le temps de voir ce que dit la rue de ce remaniement ministériel intervenu donc la semaine dernière. Marcel Arrossi a tendu son micro à des citoyens rencontrés dans la rue. En politique, nous avons le texte, quoi. Tout peut changer à tout moment, tout peut se basculer. Et même à 2 jours de ce départ, la coalition lui donne le plein droit de changer son équipe. C'est un remaniement technique pour moi, parce qu'il n'y a pas eu tellement d'entrées, à peine une seule personne entrée au gouvernement et 3 de sortie. Donc pour moi, c'est pour arranger la situation qui a fuité il y a quelques jours concernant le limogeage du ministre Séverin Kounom, que le président était contraint à remanier son gouvernement pour ne pas que ça agit sur la communication gouvernementale. J'ai entendu ça que le chef de l'État a dit qu'il ne veut pas changer les équipes qui gagnent. Cela ne veut pas dire que lorsqu'il y a des choses qui ne se passent pas bien, qu'on doit continuer. Ou que lorsqu'on a envie de donner du sang neuf à l'équipe gouvernementale, on ne va pas donner. Donc il ne faudrait pas se lier au sens des mots sans considérer le temps. Il faut toujours faire attention avec ce président. Il joue avec les mots. C'est que, vous savez, il connaît le Béninois, il joue sur la psychologie du Béninois. Moi, déjà lorsqu'on prend une partie de la coopération qu'on remet au ministre Ouada, il y a un problème. Et lorsque on confie des postes de ministre à ministre, tel que Tonato, que depuis son arrivée, on ne sent pas un recasement, un bonnage dans le pays. Tout est bloqué. On lui ajoute encore un département lourd, le ministère des Transports. Ce n'est pas un petit ministère. Je ne sais pas comment il peut s'en sortir. Le port, la Soumab, l'aéroport, CNSR, par-ci, par-là. Et il va parler des parvés et aller encore faire ça là. Le chef de l'État n'a qu'à revoir pour donner ce ministère encore à un jeune. Voilà donc ce que pensent les Béninois donc, de ce remaniement intervenu lundi dernier, Dr Paul-Marie Ouissou. On parle justement de Séverin Kounom. Séverin Kounom, selon vous,
quelles peuvent être les raisons? Est-ce que, comme l'a dit Joël, tout limogeage cache forcément un malaise? Est-ce effectivement ce qui s'est passé selon vous? Oui, mais comme Francis l'a dit aussi, c'est qu'il y a un malaise entre les deux hommes. Je crois qu'il y a, et crois fermement qu'il y a un malaise. Mais si vous prenez son ministère, ce que moi j'ai constaté depuis l'arrivée du président Talon au pouvoir, c'est que ce ministère est géré toujours par des avocats. Et comme il a dit, des avocats qui font partie de son écurie d'avocats avant qu'il ne soit président. Et moi, ça me pose un problème. Ça me pose même le dernier. Il a dit qu'ils ont travaillé ensemble avec son père dans des organisations, n'est-ce pas, pour qui ont conduit aux élections de 2016. Et moi, ça me gêne un peu que ce soit des avocats, parce que vous voyez, c'est deux hommes proches, ok, et quelque chose, bam, et puis, puisque nous sommes en politique, et la politique peut vous diviser tout de suite, et sur beaucoup de plans. Alors, et vous voyez ce qui se passe au Soudan, on va en revenir. C'est deux hommes proches qui, et puis quelque chose arrive, et puis ça crée des histoires, mais je peux quand même apprécier la maîtrise de la situation, même s'il y a des frictions entre les deux. C'est qu'il y a une certaine maîtrise qui fait que, bon, on ne l'entend pas, même si dans le discours du ministre, comme Francis l'a relevé, on peut sentir cette amertume-là, on peut le sentir, il dit que oui, qu'il constate que la vie n'est pas un fleuve tranquille. Vous voyez, il y a des expressions qui indiquent qu'il y a nécessairement quelque chose qui a divisé les deux hommes. Mais il y a quand même une maîtrise de la part du président. En ce qui concerne Donald Jean-Claude Doussou, ministre de l'énergie, on sait que le secteur de l'énergie est l'un des chantiers majeurs du gouvernement, et ça a été l'une des grandes réussites quand même, parce qu'on a pu maîtriser quelque peu l'autosuffisance énergétique quelque peu, et donc on s'en est quand même vanté pendant un moment, et puis on se rend compte que contre toute attente, le ministre de l'énergie sort du gouvernement, et que c'est un secrétariat d'État à l'énergie qui est créé, et une partie des attributions du ministère donc confiée à Samon Seydou Adambi, ministre de l'eau. Maintenant, est-ce que c'est dû au dernier délestage que nous avons? Est-ce que c'est dû au résultat de son parti politique, le Bloc républicain, aux élections législatives? Ça reste à dire, et comme ça a été dit, je crois, qu'il faut qu'on communique, parce que je sais que lors du remaniement dernier, au moment où le ministre de la Communication sortait qu'on supprimait le poste de ministre de la Communication, le chef de l'État lui-même a pris la parole sur une télévision privée pour expliquer la nécessité de faire disparaître ce ministère. Donc moi j'attends qu'ils prennent encore la parole d'une manière ou d'une autre, ça peut être à l'ORTV ou ailleurs, et qu'ils nous expliquent pourquoi donc la disparition de ce ministère, le ministère de l'énergie, tout en sachant qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans ce secteur-là, de l'énergie, et sous la conduite du ministre. Est-ce que le ministre a commis une faute? Est-ce que c'est parce que on voulait sanctionner son parti? Parce que ce n'est pas lui seul. L'autre ministre aussi est le ministre du Transport a aussi du même parti. Est-ce que le parti et pourtant c'est le parti que le président de la République a utilisé pour se faire élire. Donc on n'en sait rien. On n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Oui, il va falloir qu'il y ait une communication qui nous explique de façon qui nous permette de comprendre ces phénomènes-là, ou les raisons donc de ces limogeages-là. D'accord. Alors, Hervé Romain, en 2017, il avait été déjà remercié. Il est revenu à nouveau à l'occasion donc d'un remaniement ministériel. Il repart à nouveau. Finalement, ce n'est pas le plus vénard des ministres du gouvernement Talon. J'ai trois niveaux d'intervention dans ma prise de parole. Mais d'abord, s'agissant de Romain, en fait, il n'est pas le seul cas du Bénin. Il faut quand même
qu'ils disent merci à Dieu, qu'ils aient fait des offrandes, parce que là, il a été débarqué, il a été rappelé à la présidence comme conseiller, il a repris à Seydou, qui a été bombardé par la suite à l'intérieur. Donc je crois qu'il doit se réjouir d'avoir fait autant avec le chef de l'État, surtout que par le passé, il était dans la même dynamique que le chef de l'État, il a servi dans sa structure. Et écoutez, c'est la plus grosse bêtise que j'ai écoutée de lui, c'est, je ne sais pas s'il confirme, et qu'il aurait introduit au terme de l'article 92. On va en parler tout à l'heure. Alors quand on va revenir, parce que c'est lui qui a traité un président de ville. Il ne faut pas qu'il soit ville par son statut ou ville par sa pensée. Donc il faut qu'il fasse en sorte, s'il a introduit, il faut qu'il aille, je vais lui montrer le couloir d'assemblée pour qu'il reprenne cette demande. Ceci étant, écoutez, et le chef de l'État a dit qu'on peut le coacher autrement. Vous savez évidemment que quand il disait qu'il ne va pas changer les chevaliers autres, il a suivi le vote populaire. Les populations sont assez regardantes parce qu'on le suit. Mais au moins il le disait, mais Patrice Talon parlait à qui? Pas à l'opposition, pas aux citoyens ordinaires, mais à sa famille politique. Puisqu'il dit qu'il ne va pas de manier, ce n'est pas l'opposition qui va aller au gouvernement. Par conséquent, si on prenait en fait le pool, si un institut de sondage travaillait, on verrait que sa cote a baissé. Ça veut dire qu'en termes de communication et de coaching, il y a des questions qu'il faut éluder. En fait, quand on est chef d'État, on ne peut pas répondre à tout. Et il le sait bien, parce que c'est un stratège. Je ne sais pas comment est-ce que les gens ont pu lui glisser cette question à l'occasion des conférences conjointes solennelles. Parce que quand un président vient vous visiter, mais c'est solennel. La solennité de l'instant même oblige qu'on évacue des questions qui... Bon, en fait, la communication va s'en charger. Je sais qu'il y a des gens compétents là parce que j'ai beaucoup d'amis parmi eux. Alors, et par rapport au ministère de l'Énergie, ne vous faites aucun souci. Parce que celui qui est secrétaire d'État... Hervé Daoumé. Mais oui, mais il a travaillé à l'EDF avec Donald. Donc, c'est des experts, ils s'y connaissent. Et il a été son conseiller au ministère. Il est resté aussi au palais. Donc, c'est quelqu'un qui a acquis de l'expérience qu'on peut utiliser. On ne peut pas continuer. Alors, si on sait que Hervé Daoumé a manœuvré dans l'ombre, donc, ou dans l'antichambre, on va le dire ainsi, de Jean-Claude Donald-Rousseau, c'est que quelque part, il est aussi comptable de son bilan. Et donc, qu'on débarque le ministre et qu'on crée un secrétariat d'État à l'énergie pour, je vais dire, porter un triomphe presque celui qui a travaillé avec lui, est-ce qu'il n'y a pas quelque part mal d'autres? Non, je crois que c'est maintenant le portefeuille divisé en deux. Il y a une partie qui est allée du côté de l'eau. Mais écoutez, il y a une question de contre-productivité dont vous parlez en politique. Vous savez évidemment que le ministre a été débusqué, j'allais dire, du parti UP, devenu UPR, avant de venir grossir le nombre au niveau du bloc républicain. Au moment où Adrien Oubedi n'a pas prospéré dans les négociations avec le bloc républicain, il fallait faire en sorte qu'on retrouve l'équilibre. C'est comme ça que Mathis Adiyat et Donald, qui a été PRD avant et qui devait travailler avec Mathis au niveau de Porte-Novo et avec l'OME pour donner de la visibilité au parti. Je crois qu'à l'issue des élections, on a compris qu'évidemment, ils ont fait piètre figure. Je vois qu'il faut avoir l'honnêteté, la rigueur de dire évidemment là où les gens ont performé, là où ils ont failli. À ce niveau, au plan politique, il n'a pas été productif. Maintenant, au plan de la productivité gouvernementale, je crois qu'on peut se réjouir de ce que le gouvernement vante, et vous avez constaté avec nous, que nous sommes moins à 60% en fait, de la production énergétique. Et nous voulons mettre le cap sur 2026, de sorte que nous puissions être en capacité, non seulement de produire, mais de transporter et de vendre. Je crois qu'il n'a pas failli là. Mais il y a eu quelques ennuis ces derniers jours liés au délestage. Je ne sais pas si couplé avec sa contre-productivité politique, on a voulu renouveler le personnel pour avoir d'autres résultats. Je n'en sais absolument rien. Je ne suis pas dans le secret des dieux pour le savoir. Et il y a, Joël Tchogui, cette requête du ministre des Transports, Hervé Romain, qui veut reprendre son siège à l'Assemblée nationale. Alors, 2 secondes pour faire remarquer que des 3 passations de service, c'est le ministre Séverin Quenom qui n'a à aucun moment prononcé le nom du chef de l'État. J'ai suivi, j'ai réécouté. Je n'ai pas entendu, ne serait-ce que une petite seconde où il dit Patrice Talon. Il n'a à aucun moment prononcé le nom du chef de l'État. Alors que dans les 2 autres passations de service, que ce soit le ministre Romain ou l'autre ministre aussi qui est le monsieur énergie du gouvernement, voilà, il y a eu des discours, des temps qui ont été consacrés à remercier le chef de l'État, à dire comment c'était exaltant de servir à ses côtés et tout.
en communication, ce sont des choses qui ne des faut détails pas qui comptent. banaliser. Alors, sur votre question, je crois que là, nous sommes dans un débat qui est emballé donc la toile depuis, puisque avant même que l'information ne parte d'un autre média qui confirmait effectivement que le l'ex-ministre des Transports, Hervé Roumain, aurait introduit une demande de réadmission au Parlement, s'accoutant sur l'article 92 de la Constitution et l'article 149 du Code électoral. Il y avait déjà le débat qui avait commencé par emballer donc la toile sur la possibilité ou non pour un ministre qui précédemment avait renoncé au mandat parlementaire de repartir au gouvernement. Sur la question, il y a deux principes qui s'entrechoquent en réalité. Il y a d'abord le principe, il y a les principes de l'antériorité, le principe de la postériorité du décret de nomination du ministre ou de la fonction qui est déclarée incompatible avec le mandat parlementaire. Quand vous consultez l'article 149 du Code électoral, repris dans son alinéa 2 par l'article 92 de la Constitution, vous remarquez que le législateur a introduit de petits mots à l'occasion de la révision. On parle de suppléance. On parle de suppléance et de suspension. Ça veut dire quoi? Le ministre Hervé Roumain a été élu au terme des élections du 8 janvier dernier avec comme suppléant le député Janvier Yawedeou. Et certainement, il a introduit une lettre au niveau de l'Assemblée nationale. Cette lettre qui a été actée par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, pour certainement dire peut-être je suspends mon mandat. Parce que je vais revenir sur la nuance entre la suspension du mandat et la démission, qui est un renoncement total et absolu, irréversible. Alors, lorsque on prend ça, de go, la question c'est de dire, s'il exploite ces dispositions, si on fait la lecture basique, le chef du Parlement n'aura qu'à demander à M. Janvier Yawedeou de plier à mes bagages et de quitter le Parlement. Même si pour moi, c'est une humiliation que de déshabiller quelqu'un qui a été investi des charges publiques dans cette fonction parlementaire et qui, nous sommes dans un contexte sociologique où le pouvoir dont vous êtes auréolé, ce pouvoir, il est mythique. Ce pouvoir vous confère des positions de privilège. Et ces conséquences, on peut toujours les dénombrer. Maintenant, la deuxième chose, et c'est peut-être là que le débat va intéresser les juristes, vous avez certainement suivi ce qui a commencé par faire débat, c'est de savoir si, est-ce que, puisque la loi n'a pas dit, à partir de quel moment l'incompatibilité de la fonction gouvernementale avec la fonction parlementaire peut être constatée, puisqu'il y a un flou, il y a un vide qu'on peut exploiter. Il y a un silence de la loi. Est-ce que le président de l'Assemblée nationale va dire d'office, ok, la lettre est recevable? Parce que ici, M. Hervé Roumain était ministre avant de devenir député. Ou est-ce que l'option qui serait facile, c'est de saisir directement la Cour pour avoir une lecture plus claire, plus lisible de la loi? C'est des questions qui se posent, à mon sens. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut harmoniser notre droit positif. Je ne sais pas, si on sait que d'office, quand vous êtes ministre, les deux fonctions sont incompatibles, soit c'est de dire, avant de devenir candidat, bon, vous renoncez directement à votre mandat ou bien à votre nomination pour harmoniser les choses. Mais on ne l'a pas fait. La loi n'a pas été aussi bien précise sur la question et j'attends de voir un peu quelle sera l'attitude de Louis Vlavonou qui a certainement reçu la lettre. Je n'ai pas pu consulter la première lettre introduite par Hervé Roumain. Est-ce qu'il sera parlé d'une démission qui est un renoncement irréversible par rapport au mandat ou a-t-il effectivement dit suspension? Mais je soupçonne que ça ne peut qu'être une suspension parce que si effectivement il a introduit une demande de réadmission au Parlement, c'est sûr que c'était une suspension de mandat. Maintenant, est-ce que ils vont politiquement aussi gérer? S'il a pu introduire la lettre, je crois qu'il n'est pas en disgrâce avec le chef de l'État qui est le chef de la mouvance. C'est tellement que l'onction politique aussi y a pris par là, mais il y a aussi le droit et la politique, il faut séparer. Alors, docteur Paul-Marie Ouessou, on est là dans de grands débats, dans de grandes théories, mais revenons aux fondamentaux du point de vue éthique.
on a du mal à concevoir quand même que vous puissiez renoncer, que ce soit par le biais d'une, je sais pas, le truchement d'une suspension, d'une démission, que vous puissiez renoncer à une fonction parce que vous avez à votre charge une autre fonction et parce qu'on vous remercie ou parce qu'on vous a viré, vous brusquement décidiez de venir reprendre votre poste du point de vue éthique, on a du mal quand même à le concevoir. Et ça peut être un problème du point de vue éthique, mais il faut juste constater que c'est que lui aussi n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise et il le fait ressentir d'une certaine manière, parce que vous savez que... C'est une façon d'exprimer son mécontentement. Parce que je m'étonne que Francis dise qu'il faut que... Enfin, qu'il se rappelle ce qu'il a dit au président, à l'ancien président. Et non, en fait, il n'est pas à l'aise avec cette sortie du gouvernement. Il y a la deuxième sortie, je ne sais pas, la première sortie, on pouvait dire la cause, mais cette deuxième sortie, on peut pas comprendre la cause. Et comme il l'a dit par rapport à Séverin Kenom, lui aussi est un homme. Et lui aussi a des ressentis. Et il faut lui concéder de pouvoir avoir ses ressentis et de l'exprimer d'une certaine manière. Si, comme il l'a dit, c'était une suspension qu'il avait introduite, je crois qu'il est de son droit de repartir là-bas, mais sauf que, justement, le problème qui se pose, c'est que c'est la personne qui est son suppléant. Si c'était qui est quand même un poids politique important. Voilà, si c'était quelqu'un qui n'était pas très connu, moi je crois que ça n'aurait pas posé beaucoup de problèmes. Et ça choque parce que c'est Janvier Yawédéou. Oui. Non, pas forcément. Parce que les caisses ne sont pas très cernées, mieux cernées par les concernés. Vous savez évidemment qu'au moment où on avait dit qu'il faut le parrainage, il y a un député, je crois que c'est Dagbe Sossou, qui a dit au Parlement que si on doit monétariser, si on doit briser, comme on peut acheter le parrainage, un truc comme ça là. Et les gens trouvaient que c'était une façon de vendre le parrainage. Et non, que c'était une grosse bêtise pour introduire le débat afin que nous puissions clarifier une fois pour de bon la question du parrainage et dans quelles conditions on peut accorder le parrainage à quelqu'un. Ceci, en fait, l'article 92, en fait, n'a pas été suffisamment exploité. En 2019, les députés qui ont pu passer les mailles sont allés au Parlement et ils n'ont plus fonction. Et maintenant, il y en a qui ont démissionné et qui ont regagné l'équipe gouvernementale. Ici, cette fois-ci, il n'y a pas eu suspension. Ils ont continué tacitement dans l'équipe gouvernementale. Il n'y a pas eu démission non plus. Alors, la situation de Réhoumé n'est pas peut-être comparable à une situation que pourrait provoquer Malik Gomina ou mon ami Charles Toko de Parakou. Si par exemple Malik Gomina démissionnait, en fait, aujourd'hui là, il peut suspendre. Si on l'appelait à venir servir comme ambassadeur ou ailleurs, il suspend. En fait, il met d'abord un terme temporaire à sa mission parlementaire et il va servir pour la mission internationale républicaine. Et quand il aura fini, il revient si le mandat est toujours en cours, il peut demander à mettre fin à la suppléance. Ici, Réhoumé n'a pas pris fonction non plus. Il est toujours ministre. Il a été élu député, il n'a pas pris fonction, ils ont tous déposé leur démission. Djoboun l'a fait de bonne foi. Bon, alors eux aussi, ils l'ont fait, mais ils n'ont pas peut-être mesuré les conséquences parce que croyant que la BAC, ils sont toujours chevaliers de la dynamique et qu'ils ne vont pas subir les affres d'un remaniement. Maintenant, c'est en désespoir de cause qu'il met le cap sur le fauteuil de Yawédéou. Non, je lui dis que je vais lui indiquer les couloirs du Parlement pour qu'il aille retirer cette lettre. Ça va anoblir évidemment sa personne. D'accord. Allez, on va prendre l'avis de nos amis internautes sur le sujet concernant le remaniement ministériel. C'est avec Maurice Tonton. Que vous inspire le remaniement ministériel intervenu en début de semaine dernière? Maurice Tonton a fait le tour de nos canaux digitaux Facebook et Twitter probablement. Bonjour Maurice. Bonjour Herman, bonjour à tous et bonjour à toute. La question du jour de ce lundi matin, vous venez de le rappeler et il faut dire que les internautes ont diversement
apprécié ce remaniement technique intervenu au sein du gouvernement de notre pays. Il y en a qui comprennent, d'autres qui ne comprennent pas et donc qui s'interrogent même sur les raisons de ce choix du chef de l'État quelques semaines après avoir assuré qu'il n'avait pas l'intention de changer son équipe gouvernementale. C'est ce qu'on a retenu sur les différents canaux de 5-7 matin, sur Twitter et sur Facebook notamment. Et nous allons commencer avec les commentaires sur Facebook et Moïse Assoclé et qui nous écrit que le président Patrice Talon a fait une surprise agréable. C'est vrai qu'il avait promis de ne pas vouloir remanier son gouvernement il y a peu, mais il a certainement jugé important de le faire à ce moment-là, donc ce remaniement technique, et c'est pour le bien de notre pays, conclut Moïse Assoclé sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Toujours sur notre page Facebook, il y a Raymond Gounou qui nous dit « Ce remaniement vient repréciser les choses. À mon avis, nul n'est éternel et nul n'est inchangeable au sein du gouvernement Talon. Seul le travail vous maintient au poste. On peut changer une équipe qui gagne à tout moment et celle-ci peut continuer à demeurer championne. Avis aux autres membres, analyse Raymond Gounou sur notre page Facebook. Jean Kokouzounon écrit quant à lui concernant le remaniement intervenu la semaine dernière, seul le président sait les raisons de sa décision. Il est seul garant du pouvoir aux yeux du peuple. Ainsi, c'est lui qui nomme les ministres selon sa vision et ses objectifs. Si un ministre arrive au bout de sa mission, le chef est libre de le démettre si l'objectif n'est pas atteint, écrit Jean Kokou Zounon. Encore un commentaire sur Facebook, il est signé Maurice Koumassa qui dit « Le remaniement intervenu la semaine écoulée est la conséquence immédiate du maintien d'une équipe dite gagnante qui se croyait tout permis jusqu'à ce que le chef d'équipe se rende compte du non-respect de ses consignes ou règles de conduite. L'euphorie autour du départ de celui dit limogé est la preuve que le président de la République a su prendre la bonne décision envers CS ministre. Nassis Koko sur Twitter pour terminer, lui il ne comprend pas, il est étonné, il dit pourquoi changer une équipe qui gagne, a-t-elle cessé de gagner? S'interroge cet internaute qui dit peut-on commencer au moins à avoir les raisons du limogeage des ministres? En tout cas, tout se passe comme si le peuple n'a pas besoin d'explications. Tout de même, il souhaite du courage au nouveau gouvernement et bonne chance à lui. Voilà donc Rodrigue Eman Amégan, ce que nos amis internautes ont pensé de la question du jour. Merci Maurice Tanton et à demain sur 5 sur 7 matin. Messieurs, nous passons au deuxième sujet en débat. Il s'agit donc de la cybercriminalité. Mais avant d'opiner sur ce plateau, je vous invite à regarder sur Télémon. Ghislain Pouguet a tendu son micro à quelques acteurs de la société civile. Autant dire qu'ils n'ont pas été très tendres. Il faut des sangs humains. Et c'est à cause d'eux que les filles, les enfants disparaissent. Les dossiers qui fatiguent souvent les juges à la criette et le procureur spécial, ce sont les dossiers concernant les cybercriminels. Nous ne sommes pas dans une république de voyous. Il faut encourager le gouvernement par rapport à cette lutte-là. Ceux qui les supportent sont aussi des voleurs, des bandits, des escrocs. Ils sont des complices. La guerre là n'est même pas encore intense comme moi je l'aurais souhaité. Et ce qui est malheureux, c'est que vous avez même certains fonctionnaires qui s'adonnent à cette question-là. Je dois féliciter ceux qui mènent la lutte et je dois les encourager à aller plus fort. Parce que dans ça, vous avez certains guérisseurs traditionnels qui sont à la recherche du gain facile, qui s'y mêlent. C'est ça qui fait que des gens volent, on fait des enlèvements des enfants. Parce qu'on leur dit, pour réussir, il faut tel et tels ingrédients. Cette lutte a commencé véritablement avec la criette. Mais malgré les 5 ans qu'on donne depuis ce temps, cela n'a pas cessé. Les gens ont plus que 5 ans. Il y a eu 7 ans de détention ferme. Et pourtant, les petits n'ont pas rebroussé chemin. Vous entendez dire, ils sont allés à la banque. On dit, vous voulez envoyer l'argent où? On dit, c'est au bien. On dit, attention, c'est un pays à risque. Lorsqu'on commence par pointer du doigt un pays comme quoi c'est un pays à risque, ceux-là qui veulent venir investir dans ce pays vont commencer par se poser des questions. Ceux qui supportent ces criminels-là, ceux-là aussi sont des criminels. Et lorsque l'État arrive à vraiment faire l'enquête et à mettre la main sur un vrai cybercriminel, il faut qu'il ait pour
pour la prison toute sa vie comme habitation. Des étrangers prendront notre pays pour un pays de malfrats, pour un pays de mafieux. Nous ne sommes pas des mafieux tous, non. Il faut sortir les mauvaises graines là, de notre panier, du peuple là, et aller les foutre en prison. Il faut décourager ça, parce que ça détruit d'abord l'image du pays. Il faudrait que tout le monde, tout citoyen épris de paix, de justice, puisse accompagner le gouvernement. Quoi qu'en soit ce qu'on dit, c'est vrai, il y en a qui disent que c'est toute une chaîne qui est nourrie derrière. Et moi, je pense qu'il faut même remonter jusqu'à toutes les chaînes qui pensent vivre de ça. On dit, oui, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. C'est des partisans de moindre effort. J'aurais même appris qu'ils auraient déjà vendu la place de la statue de l'Amazone. Mon Dieu, quel toupet. J'aurais appris il y a quelques années qu'ils avaient vendu l'étoile rouge. Il faut intensifier la lutte et c'est la prison à vie. Et je félicite ce gouvernement-là qui fait de cette lutte-là aujourd'hui une préoccupation majeure. Et nous devons tous pouvoir accompagner le régime. Dans une maison qui a des jeunes qui se mettent en groupe et qui ne font rien et qui roulent carrosse, il faut le signaler aux responsables de la sécurité pour qu'on vienne les inspecter pour savoir qu'est-ce qu'ils font pour gagner leur vie. Voilà donc quelques avis recueillis par Ghislain Pouguet qui plante bien le décor du sujet. Mais alors, Joël Tchoubé, aujourd'hui, il y a un chiffre qui nous interpelle, des chiffres donnés par le procureur spécial de la Criette, Mario-Elom Metonou, qui parle aujourd'hui de 1188 détenus donc depuis 2021, de 263, certainement que ça a évolué durant le week-end, certainement, assurément, puisque la traque, c'est au quotidien. Donc, 263 pour ces 4 premiers mois donc de l'année 2023 et un préjudice estimé à 2,7 milliards de francs CFA sur l'année 2021 à 2023. Écoutez, la cybercriminalité renseigne assez bien sur le niveau de délitement des rapports sociaux dans une société comme la nôtre. Tout comme cette cybercriminalité aussi renseigne sur la crise des valeurs. Vous savez que par le phénomène donc du brassage culturel, je suis d'une certaine région du Bénin, mais j'ai des cousins qui se retrouvent au nord, qui se retrouvent au centre. J'ai une belle-sœur qui se retrouve peut-être à l'est. Et c'est comme ça. Nous formons tous une communauté dans toute sa diversité, mais également homogène, de par la constitution du noyau que nous appelons la famille. Mais le mode opératoire des cybercriminels que nous appelons, qu'on appelle les gaïmans, plus communément, c'est des Béninois aussi qui en pâtissent, c'est des Béninois qui sont anarqués, c'est des Béninois qui sont victimes de ce fléau. Et les chiffres effarants auxquels vous faites allusion et le déferlement donc de ces jeunes chaque semaine, chaque jour dans les maisons d'arrêt renseignent aussi assez bien sur les responsabilités aussi que chacun devra pouvoir assumer. Parce que vous avez joué un élément témoin il y a un instant, autant on va être émotif par rapport à la question et autant il va falloir, en technicien froid, observer le phénomène, l'interroger, aller donc étudier donc les liens de causalité, les acteurs qui peuvent, disons, régler le problème et aussi quelle est la responsabilité de l'État en tant qu'entité. La lutte contre la cybercriminalité, c'est un fait parce que le phénomène, il est émergent, le phénomène crée assez de dégâts. Les raisons qui sous-tendent l'émergence de ce phénomène sont multiples et complexes. Je ne suis pas dans le rôle qui est le mien ce matin, dans une quête de justification d'un mal, d'un cancer qui certainement crée donc des problèmes au Bénin. Mais je dis, la lutte va continuer certainement, mais moi je me refuse donc de verser dans l'émotion. Je préfère que et les acteurs sur toute la chaîne, que ce soit sur la chaîne pénale, que ce soit les agents sociaux, que ce soit l'État, qu'on puisse questionner à quel moment nous avons commencé par faillir. Parce qu'il y a 20 ans, ce n'était pas l'ampleur que nous dénonçons aujourd'hui par rapport à ce fléau que nous dénonçons. Ça veut dire que quelque part, il y a eu
peut-être de la passivité par rapport au phénomène. Il y a eu que dans notre société, je vous ai parlé à plusieurs occasions de l'émergence d'une nouvelle forme de sociologie de la réussite au Bénin. Parce que lorsque vous faites de votre rapport au matériel une valeur absolue, vous renoncez immédiatement aux valeurs humaines qui vous définissent en tant qu'individu. Mais combien de personnes qui marchent dans nos rues sont applaudis? Je suis dans une conférence la dernière fois, je m'entretenais avec un groupe de jeunes filles et je leur expliquais que combien de jeunes garçons ayant des vélos aujourd'hui vous acceptez comme des compagnons? Je n'ai eu aucune réponse positive dans la salle. Combien de jeunes garçons vous adressent, vous faites ses avances et vous acceptez parce qu'il a un vélo qu'il roule dans le quartier? Donc les référents ont bougé, les repères ont bougé. La symbolique qui doit incarner le Béninois en tant qu'homme de valeur, cette symbolique a aussi bougé. Et nous applaudissons dans tous les corps de métier, dans toutes les corporations, nous applaudissons le vice que nous élevons au rang de normes et nous abaissons les valeurs. Quand c'est comme ça, la portion incongrue qui s'attache encore à sauvegarder ces valeurs risque même d'être entraînée par le wagon des mauvais. Et c'est ce qui se passe en réalité dans notre société aujourd'hui. Les familles aujourd'hui qui doivent être, disons, des remparts de premier ordre par rapport, disons, à ce fléau, par rapport à tous les autres vices, ces familles aujourd'hui, pour une ou mille autres raisons, se retrouvent également à profiter et à tirer donc, disons, les avantages de ce phénomène. Donc, dans ces conditions, je crois que les populations ont leur part de responsabilité, les familles ont leur part de responsabilité, l'école a sa part de responsabilité, les églises, les associations confessionnelles ont leur part de responsabilité, l'État en tant qu'entité qui doit pouvoir aux besoins des populations en termes d'éducation, en termes donc, disons, d'élaboration des politiques afin d'offrir un environnement assez favorable pour l'émulation, pour l'émergence des talents et les opportunités aussi à des questions à se poser. Donc, si on n'interroge pas tout cet écosystème avec des acteurs qui soient positionnés à chaque endroit, oui, le phénomène, il est devant nous. On peut continuer par foutre en prison. Ça, c'est peut-être que vous m'excusez d'être aussi pessimiste ce matin, mais quand j'analyse le phénomène, j'observe que c'est assez complexe. La répression au plan pénal va se poursuivre, certes, mais si on ne va pas sauter les points d'ancrage du phénomène dans les sociétés, je crois que encore demain, les chiffres seront encore, disons, effarants. Des chiffres justement qui font trembler. À la limite, quand on vous parle de 2 milliards 700 millions sur 2021 à 2023, on se demande, mais 2 milliards 700 millions de francs CFA. Voilà, qu'on a pu extirper de la poche d'honnêtes citoyens du monde entier. Oui, mais c'est un phénomène de société, comme on l'a dit. J'espère que mon ami Francis va pouvoir indiquer à son ami Assoba le couloir de la sagesse du verbe. Parce que j'ai comme l'impression qu'il apprécie la chose de façon émotionnelle plutôt que d'être un peu plus posé sur cette question. Cette question de cybercriminalité, c'est, comme il l'a dit, c'est un problème en quoi nous mettons nos valeurs. Et depuis un certain temps, c'est que on ne fait des éloges qu'à ceux qui ont de l'argent. Et si c'est le principe et que vous ne faites que des éloges, vous ne faites des éloges que pour ceux qui ont de l'argent, eh bien, donc l'argent devient la chose principale qu'il faut avoir, coûte que coûte et par tous les moyens. Or, il est important de savoir que nous devons éduquer. Moi, je crois que c'est fondamentalement cela. Éduquer sur tous les plans. Il a cité l'église, il a cité comment on l'appelle, l'école, la société. Et je voudrais qu'on vienne brandir les chiffres comme ça. Vous voyez, 1118 1188. 1188. Et entre-temps, ça a certainement dû évoluer. Voilà, cybercriminels arrêtés. Mais la répression ne va pas arrêter le phénomène. La répression peut pousser plutôt le phénomène à aller vers une situation violente.
Et pour moi, il vaut mieux arrêter le phénomène en amont, comme il a dit, et il faut travailler donc sur l'éducation des enfants. Et il faut que la valeur travail revienne comme élément. Et c'est vrai, moi je suis dans les amphis tous les jours, je pars d'ici, je vais dans un amphi, la valeur travail est en train de déserter le comportement de nos enfants. Et si nous ne faisons pas quelque chose pour que la valeur travail revienne dans le comportement des enfants, on finira par avoir cette société-là où tout le monde pense qu'il faut s'enrichir. Mais s'enrichir comment? N'importe comment. Alors, on va pas, peut-être, pourquoi pas, s'ériger en censeur, on va le dire ainsi, de la société, mais on va quand même analyser le phénomène. C'est devenu aujourd'hui un fléau, où ça a toujours été un fléau battu en brèche presque par les gouvernements successifs. On se demande pourquoi c'est maintenant le réveil. Pourquoi maintenant? Non, c'est pas pourquoi maintenant. En 2016, quand le président est venu... Il y a eu une vague d'arrestations et puis on est rapidement passé à autre chose. Mais oui, mais c'est peut-être qu'il y a manqué de suivi. Sinon, on aurait pu contenir le mal. C'est vrai que la répression seule ne suffirait pas. Je ne veux pas faire l'apologie du crime ni du mal. Nous sommes tous conscients que c'est un mal à décourager parce qu'il faut mettre en place une police des mœurs. Le travail que le gouvernement fait aujourd'hui est salutaire. Mais il faut aller à la racine. Et la racine, c'est le problème lié à la démission, en fait, au niveau des parents. Parce qu'il y a plusieurs actes sur lesquels il faut intervenir. Donc il faut que nous entendions sur les actes d'intervention pour que nous puissions corriger et que les valeurs éthiques, morales soient désormais enseignées et que nos enfants aient de bonnes références. C'est pourquoi il a dit que, autant que nous sommes, même les ministres doivent être des modèles pour les jeunes, en fait, parce que là, il faut faire en sorte que chaque citoyen, à un niveau donné, soit un modèle. Et ce n'est que comme ça qu'on peut imiter les modèles. Aujourd'hui, le modèle n'existe presque pas, sinon que le modèle est rarissime. Et dans ces conditions, les gens, c'est le mal. Et puis notre silence et notre passivité sont une caution. Et c'est en cela que je salue les actions qui sont engagées par le gouvernement. Le programme spécial, je crois, en citant les chiffres, vous avez vu que les 2020-2022 et 2020-2021, pour l'année judiciaire, il a cité 360. Et pour 2021-22, il a cité, je crois, 451. Et maintenant, ils sont à 263. Bon, alors, quand on fait le cumul, et je ne sais pas, de ce jour, après, il a fait le point, je crois, le 15 avril. Du 15 avril à aujourd'hui, combien de cybercriminels on a? Parce que quand les conditions... Tous les jours, on en prend. Je crois que le mal, c'est avec beaucoup plus de sérénité qu'il faut l'appréhender. Il faut mettre en place, au-delà de l'action dissuasive, en fait, l'action répressive, parce qu'il y a l'épée de Damoclès. La justice, en fait, ça frappe, d'accord, mais il faut chercher les ressorts à la base. Et là, il faut qu'on mette des experts pour réfléchir à la question et associer les segments de la société, en fait. Parce que là, c'est une démission qui a occasionné ça. Et si on ne travaille pas comme ça, on ne va pas réussir à avoir une société stable. D'accord. On va faire la promotion d'autres modèles. Et je partage, en fait, les points de vue, en fait, qui ont été mis par Joël, parce que dans le point de vue convergent. Et je partage aussi, j'adhère aussi à l'introduction du professeur, parce qu'il a dit qu'il faut dire à Martin Sogba que ce n'est pas dans la fougue. Il faut savoir raison garder. Il faut avoir la tête froide, parce qu'il faut l'avoir avec plus de lucidité et de sérénité. Parce que si on fait grand bruit, on n'aura pas les résultats escomptés. Or, nous voulons des résultats. Vous savez évidemment que c'est des jeunes, c'est pas des voyous, c'est des gens qui sont hyper intelligents. Parce qu'il y en a qui font le local, ils disent, il y en a qui font à l'international. Je ne sais pas combien de Français sont dans les centres psychiatriques. Je crois que c'est Macron qui a été indigné et qui a dû dire au président Talon de trouver des mesures, parce que là, quand les services de renseignement ont travaillé, ils ont compris que la plupart c'est au Bénin. D'accord. Et ça risque de devenir, et ça, on dit diriger en fait la cybercriminalité au rang du terrorisme. Donc il faut qu'on travaille à endiguer ce mal pour que nous ayons une jeunesse de qualité. Le Bénin en a besoin. Très bien. On en vient à présent où on va... Oui, mais ça, vraiment 30 secondes. Il y a le sujet sur le Soudan, 5 minutes qu'on va évoquer. Il faut essentiellement restaurer la foi en l'espérance des jeunes. Écouter les jeunes, apprenez à écouter les jeunes. Et une fois encore, il faut restaurer cette foi en l'espérance. Parce que lorsque cette foi, elle n'est plus, disons, d'actualité, on peut songer à plusieurs manières de pouvoir sauver ses fins. D'accord. Alors, on peut dire, Dr Paul-Marie Wessou, en ce qui concerne donc le dernier sujet sur le Soudan, on parle aujourd'hui de 185 morts et 1800 blessés selon l'ONU, 144 morts et 1400 blessés d'après le comité central des médecins soudanais. Est-ce qu'on est en droit de dire aujourd'hui adieu, beau jour de démocratie, sitôt fini? Il y avait
pas de démocratie au Soudan. Mohamed, Bachir, qui avait gouverné le Soudan avant et qui a pris le pouvoir par coup d'État, a installé un pouvoir sur la force. Et rappelez-vous, en 2003, c'est lui qui a donné les moyens, tous les moyens au général Emedit, on dit son nom un peu compliqué. Oui, c'est lui qui lui a donné les moyens pour qu'il fasse un travail pour lui dans le Darfour. Et en le faisant, vous voyez, on arme quelqu'un qui, plus tard, c'est un peu comme les milices qu'on voit aujourd'hui, on parle de Wagner et autres. Donc, on arme quelqu'un qui, plus tard, devient un problème pour la nation. Ça, c'est dans un premier temps. Mais dans un second temps, c'est que, en fait, le Soudan, la rue soudanaise, était partie pour une démocratie et a forcé la main à Bachir pour laisser pour laisser le pouvoir. Mais cela ne s'est pas fait et c'est l'armée, à travers le général Al-Burhan, qui a pris le pouvoir. Mais on constate aussi que l'exercice de pouvoir, lui aussi veut garder le pouvoir. Et donc, qui a raison, qui a tort, on ne peut pas aujourd'hui donner raison à l'un et donner tort à l'autre. Mais ce qu'on doit constater, c'est que, vous voyez, c'est justement, il demande à l'autre de rentrer dans les rangs, l'autre refuse. C'est justement la querelle entre deux hommes. Et c'est cela, la leçon qu'il faut tirer de ça, c'est que, vous voyez, tant qu'on ne construit pas nos pays sur des piliers de démocratie, où le pouvoir se transmet normalement d'un groupe à l'autre, sans problème, c'est qu'on finit toujours par avoir un pays qui perpétuellement est dans la violence. D'accord. Comment est-ce que le Soudan sort de cette spirale négative? Parce qu'on ne va pas venir le bout du tunnel. Non, c'est vrai, parce que là, ça avait beaucoup d'inquiétudes que j'apprécie la situation. Vous savez évidemment que les citoyens qui sont cloîtrés à la maison, sans électricité, sans eau, les blessés qui n'ont même plus la possibilité d'aller se faire soigner, parce qu'il y a au moins 5 et 7 hôpitaux qui sont fermés. Les intrants, les intrants qui doivent servir à les soigner n'existent presque plus. Je crois que l'OMS a mis en place des fournitures médicales, mais qui sont déjà épuisées. Bon, en fait, il y a une situation, je crois, d'apocalypse. Et les deux généraux, en fait, qui sont des amis, et qui ont pris le pouvoir par compromission. Vous savez que c'est à travers le push qui se sont installés. Mais il y a un, comme vous l'avez dit, qu'on a armé, parce qu'on voulait faire de lui le patron de la force spéciale, de la sécurité spéciale de Omar El-Béchir. Et en 2019, vous avez vu le drame qu'ils ont causé. Au point qu'aujourd'hui, je crois que El-Béchir, il est en prison parce qu'il a plusieurs crimes. Crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité. En fait, c'est la Cour pénale internationale qui avait demandé qu'on le ramène. Il a menacé, et puis bon, je crois qu'ils se sont rendus. C'est parce que c'est quand les juridictions internes ne peuvent pas gérer que ces juridictions saisissent en fait. Et aujourd'hui, la situation, je crois qu'au-delà de ce que l'Union européenne fait, parce que je crois que même l'ambassadeur a été brutalisé chez lui à domicile, il y a l'ONU qui condamne, il y a que les deux généraux, en fait, ils sont encore curieusement tous membres du Conseil de souveraineté. L'un patron, l'autre adjoint. Mais on a concédé à un d'eux l'exploitation de l'or. Et c'est l'or qui finance maintenant les milices. Je crois qu'il y a eu un cocktail, il y a eu en fait une mayonnaise ratée. D'accord. Et là, c'est les puissances occidentales qui ont mal négocié. En fait, et puis les acteurs sous-régionaux, en fait, qui sont avec eux, qui n'ont pas mis le poids qu'il fallait mettre pour aller à des concessions, parce qu'ils ne veulent pas aller vers la démocratie civile, ils veulent toujours continuer à garder le pouvoir entre les mains des militaires. Très bien. En 30 secondes, Joël Tchoubé, on est en face de deux généraux intrigants, j'ai dit complices, et qui prennent aujourd'hui le peuple soudanien en otage. Non, je crois que à l'occasion, à la faveur de cette guerre, ma foi, en ce qu'il n'y a pas de salut sans la démocratie, cette fois c'est renforcé. Il n'y a pas de salut sans la démocratie, donc des libertés. Et le docteur l'a si bien dit tout à l'heure, toutes les fois qu'on va accéder au pouvoir par les armes, par la violence, ce pouvoir ne peut pas être périn, ce pouvoir ne peut pas être durable. Et donc aujourd'hui, je crois que, comme je le dis, puisque nous sommes pris par le temps,
je crois qu'aujourd'hui, il est important de rétablir, disons, la discussion avec les différentes factions de l'armée dans le seul but de préserver les intérêts souverains du peuple soudanais. Vous avez vu que les expatriés sont obligés de recourir à Djibouti pour pouvoir sortir du pays. Ou l'Égypte. Voilà, donc c'est une situation chaotique. Cela aussi adresse l'impuissance de l'Union africaine et des organisations sous-régionales qui sont des acteurs majeurs qui devaient pouvoir prévenir et juguler donc ces genres de crise. Si on n'a pas pu traiter ce problème et que ça a explosé, et je crois que ce sont aussi des faiblesses incurables de l'Union africaine et des organisations sœurs qui doivent pouvoir interagir. Maintenant, peut-être aussi que le Soudan, c'est donc de terrain d'affrontement aussi de puissances qui, vous le savez, profitent toujours, disons, de ces genres de situations conflictuelles pour, disons, assouvir des fins certainement inavouées. C'est connu, c'est un temps de guerre que se déroulent les plus grands business. Merci Joël Thioboué, journaliste, analyste politique, sociologue. Merci Dr Paul-Marie Wessou, vous êtes théoricien de la gouvernance d'État. Merci Francis Oloujatale, analyste politique, d'être passé sur 5 sur 7 matin. Merci, au plaisir de vous retrouver un autre lundi pour un autre débat politique. Merci aussi. À très vite. 5 sur 7 matin, encore 2 derniers rendez-vous. L'espoir de Hugues Zinchouzounan derrière la revue de presse de Marcel Arrossi. On se retrouve dans une poignée de secondes.